Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de Dimanche politique qui revient dans vos maisons après 4 semaines de vacances dues notamment à l'élection présidentielle organisée au Bénin. C'est un programme, vous le savez, co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM 102.3 Dimanche politique qui vous permet d'avoir une vue globale de l'actualité politique du Bénin et de la sous-région. Vous le savez, le Bénin vient de sortir d'une période électorale ayant conduit à la tête du Bénin le président Patrice Talon qui a prêté serment le 6 avril dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo devant la représentation diplomatique accréditée au Bénin, les présidents d'institutions, les membres des différentes institutions du Bénin et devant une foule impressionnante. Face à ce beau monde, il a annoncé, réaffirmé sa vision pour le Bénin, notamment les réformes nécessaires pour asseoir une véritable politique pour le développement de notre pays. Avec notre invité, on reviendra sur les grands points abordés dans ce discours d'investiture. On abordera également avec notre invité aujourd'hui les exigences du nouveau départ avec l'arrivée de la nouvelle équipe. Quels sont les piliers urgents sur lesquels il faut travailler pour mettre le Bénin sur l'orbite du développement? On va aborder le sujet chaque dimanche avec nous sur ce plateau. James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour à vous, Tranquilla Benotin. C'est un plaisir de retrouver nos amis auditeurs de Diaspora FM et tous les téléspectateurs de Eden Télévision pour évoquer aujourd'hui donc une question ou plusieurs questions d'actualité nationale et peut-être aussi l'actualité internationale si le temps nous le permet. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau une personnalité politique plutôt discrète qui ne fait pas beaucoup de tambours ni de trompettes, qui est né le 18 juillet 1966, c'était quelque part à Porto Novo et qui a effectué ses études primaires dans la même ville et avant de se délocaliser un peu vers Ikmile où il a continué ses études. Donc il est passé par le CG Akwassa et puis le CG Ikmile. Il obtiendra un baccalauréat technique avant de se lancer dans une formation universitaire au cours de laquelle, à l'issue de laquelle il obtiendra un brevet technique et en comptabilité et finance, notamment à Abidjan. Il va se spécialiser en audit comptable DPCF également à Abidjan. Son parcours professionnel est long, il est presque kilométrique, mais je vous épargnerai les détails. Il commencera en tant que directeur général d'une société qui s'appelle CIEPES en Côte d'Ivoire, une grande société des banquiers pour la gestion de certains grands marchés. Une société de réforme d'immatriculation et de réimmatriculation en Côte d'Ivoire sera créée par ses soins quand la réforme sera donc instituée en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle Côte d'Ivoire Logistique. La DBS sera également créée, une société d'import-export. C'était en Côte d'Ivoire toujours. Il a donc longtemps vécu en Côte d'Ivoire. Il revient au Bénin en 1998 pour lancer la réforme de l'immatriculation au Bénin. La réforme de l'immatriculation et de la réimmatriculation, c'était en 1998. Et à l'occasion de ce retour, il crée la SPA et puis il crée une autre société, la APA, qui est instaurée au Bénin, au Niger et au Bénin, au Niger, au Congo et en République centrafricaine. Il est promoteur d'une institution de microfinance agréée ici au Bénin. Et la SENSEC à Porto Novo, il est le directeur général d'une autre institution, OBSEC d'Afrique, qui est une institution américaine qui intervient donc dans le domaine funéraire. Parcours politique également impressionnant. Il est membre du PRD, il est né pratiquement au PRD, comme il le dit lui-même. Il est membre du PRD depuis toujours. Il a milité depuis 1993, tout au moins, au PRD. Et puis, en 2003, il va s'exiler un peu du parti en créant un mouvement avant de revenir au parti. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs regroupements politiques, dont notamment celui des émigrants de Porto Novo et surtout beaucoup d'associations de jeunes. C'est une personnalité que ceux qui connaissent ont certainement déjà reconnu. Il s'agit de Camille David Biokou, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Jusqu'à présent, il est le vice-président
du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Mouedji. Monsieur Biokou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est à vous le merci. Dimanche politique vous reçoit et merci de n'avoir pas marchandé votre disponibilité à nous accompagner pendant les 90 minutes que dure donc cette émission. Et nous sommes également en direct sur Diaspora FM. David Biokou, vous êtes une personnalité politique plutôt discrète. La politique est-elle bien votre chose? Est-ce que vous vous y sentez à votre aise, monsieur David Kamel Biokou? Merci, cher ami. Et je suis né dans la politique. Et j'ai grandi dans la politique. Mon père a fait tout le temps la politique. J'ai vu mon père petit recevoir chez nous à la maison toutes les personnalités de sa génération pour discuter politique. J'ai vu l'amour que portait mon père à Porto-Novo et pour le Bénin. Très marqué, il m'écrivait en 90, comme si le Bénin était sa plantation. Oui, nous avons réussi notre démocratie et les autres pays autour de nous sont jaloux. Donc, j'ai vécu tout ça. Aujourd'hui, je suis en train d'emboîter le pas. Bien que c'était pas ce que j'ai fait pendant mes études. Je suis financier, comptable de formation. Mais comme on le dit, quand vous avez des gemmes dans le sang, ça finira par vous rattraper. Aujourd'hui, je fais la politique et je veux faire la politique. Justement, vous êtes le fils d'un homme connu qui est parmi les personnalités politiques béninoises les plus illustres. Il est parti il n'y a pas si longtemps. Et puis, comment porte-t-on l'héritage d'un homme comme Salomon Biokou? Oui, c'est lourd. C'est lourd. Vous avez le plus, vous avez le moins. Mais je suis heureux. Je suis heureux. Mon père a fait beaucoup de bien. Quand aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus, paix à son âme, tous les anciens politiques que j'ai eu la chance de croiser ou de rencontrer ont toujours gardé de très bons souvenirs de ce père. Alors, l'héritage, c'est difficile parce que papa était un homme extraordinaire, un homme formidable, un politicien rusé, un politicien intelligent. Être comme papa, vraiment c'est Dieu qui donne. Mais on essaye. L'héritage, il est lourd. Il est lourd. Et c'est rempli, c'est un panier rempli de tout. Il y a quelque chose, souvent quand je passe dans le bureau, quand je passe dans le milieu public, souvent il y a quelque chose que les gens me disent. Il paraît que c'est mon père qui l'a dit. Afido Mamofou. Afido Mamofou, c'est une expression qu'on disait de mon père. Donc il s'est rempli de tout. Mais en conclusion, pour résumer, pour schématiser, papa c'était un homme politique rare. Et j'essaye d'emboîter le pas. C'est pas facile. Il faut dire, Porto-Novo, c'était son point de prédilection. Et ce Porto-Novo, par cet amour qu'il porte à ce vieux, et pour tout ce que ce vieux a fait pour Porto-Novo, quand tu rencontres des vieux, quand tu rencontres des vieilles à Porto-Novo, ils te disent, si tu vois ce poteau, vous voyez, c'était des poteaux sous forme de pylônes en temps. C'était des fers qu'on avait en Afrique en 60, jusqu'en 73, 75. C'était pas des poteaux en ciment, en briques. C'était des poteaux en pylônes. Alors, il y a encore ces poteaux dans certains quartiers de Porto-Novo.
Et quand je passe, tu vois les vieilles qui m'appellent pendant les campagnes, pendant mes mouvements dans les quartiers. Monsieur Biokou, viens. Petit Biokou, viens. Tu vois, ce poteau, c'est fait par ton père. C'est ton papa qui nous a installé ça en telle année, en 60, en 40. Donc, il m'oblige à faire comme papa ou à faire plus que papa. Les politiciens sont des menteurs. Des politiciens ne disent pas la vérité. Mais toi, comme ton papa, tu as vu ton papa, ce qu'il a fait, essaie de faire comme lui. Donc, vous voyez, c'est lourd, cet héritage. Et j'essaye, tant mieux que mal, à marcher sur ce pas. Et puis voilà, on comprend aisément que pour avoir grandi dans un environnement politique, parce que papa étant politique et recevait des personnalités politiques, l'envie est née et a grandi en vous et continue toujours de grandir. Depuis l'avènement de la décentralisation dans notre pays, vous êtes annoncé à maintes reprises à la tête de la mairie de Porto Novo, mais rien n'y fit. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Parce que les Porto-Noviens, comme vous l'avez dit, vous êtes vraiment populaire à Porto Novo. Vous avez posé plusieurs actions de développement à Porto Novo et environ. Les sages jeunes de cette ville capitale vous portent dans leur cœur et aimeraient bien vous voir à la tête de cette mairie. Et déjà 2 fois successives, vous êtes annoncé et rien n'y fit. Oui, vous savez, je suis très croyant. C'est vrai. Quand l'heure n'a pas sonné, il n'a pas sonné, il n'a pas sonné. Et je suis dans un parti où j'étais dans un parti où c'est le chef pratiquement qui choisit les responsables du parti. Ou des responsables à des postes divers du parti. Alors, il y a la discipline qui est là. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être brillant, mais après les campagnes, il faut s'asseoir et choisir quelqu'un. Il a la discrétion ou la décision discrétionnelle de choisir qui il veut. Donc, ce n'est pas... Le peuple fait son boulot. Le peuple vote. Et après, le reste, il faut que le chef... Peut-être, j'ai pas encore... Le chef trouve que je n'ai pas encore les outils nécessaires ou la capacité nécessaire ou l'intelligence nécessaire pour pouvoir assumer cette fonction. Pour moi, je sais que chaque chose a son temps. Vous savez, il y a un vieux qui me racontait l'histoire de mon père. Mon père était un homme très brillant, je le dis, hein, c'est pas, je ne raconte pas ma vie. Mon père était un homme brillant. Et il travaillait, il était aux côtés du président Akuti. Et cet homme aujourd'hui a plus que 82 ou 85 ans. Celui dont je parle. Il dit un jour, j'ai assisté à une scène qui m'a dérangé. Il paraît que quand le président Akuti devait se déplacer, quand le président Akuti avait des mouvements politiques, il fallait d'abord Salomon Biokou sur le terrain, préparer le terrain pour que le président Akuti arrive pour assumer son activité politique. Alors, et un jour, papa était tellement populaire, aimé par la population, par le peuple de Porto Novo et environnant. C'était pas le Porto Novo, on parlait du département de l'Ouémé, qui commence à partir de Glangandan jusqu'à Ilara. C'était le département, en passant par la vallée aujourd'hui. Alors, donc, papa était un homme aimé, connu. La preuve, on l'appelait Méjean. Méjean en porto-novien, Metchelami. Metchelami, c'était son slogan. Donc, et un jour, Akuti était à table avec des gens, à l'absence de mon père à table. Et ce vieux aujourd'hui,
était venu pour signer un document auprès du président Akuti, recueillir une signature du président Akuti sur un dossier. Et il s'est vu dans un salon pas loin de la salle à manger. Et le président Akuti était avec un entourage, M. Dassi, C'est avec toi d'autres personnalités. Voilà, des personnalités étaient autour de la table. Et il parlait de mon père. On ne peut pas, Biokou, on ne peut pas le faire. Et ils étaient ministres, ceux-là, autour d'Akuti. Et il disait, on ne peut pas nommer le président, on ne peut pas nommer Salomon Biokou ministre. Ah, si on le nomme ministre, nous, on va devenir quoi? Vous voyez, c'était un homme brillant et reconnu par ses responsables, par ses pairs, mais ne voulant pas faire sa promotion. Je ne sais pas si c'est mon cas, mais je sais, avec toute modestie à part, que je suis aimé par le peuple de Porto-Novo, par la population de Porto-Novo. Parce que je ne peux même pas marcher à pied. Justement. À droite, à gauche, vous allez voir, ça crie mon nom. Et ce n'est pas que des jeunes, même des vieux, des vieilles. Ça va Biokou, ça va Nate, comment vas-tu? Donc, c'est ce que j'ai sur la voie. N'en déplaise. Justement, vous avez des ambitions pour Porto-Novo. Vous n'avez pas été choisi comme autorité municipale, mais vous avez quand même de grandes ambitions pour la ville. En tout cas, vous le dites. Quelles sont ces ambitions-là? Porto-Novo, ambition pour Porto-Novo, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a longtemps. Quand je suis rentré, pour moi, c'est un jeu d'être dans le public. J'aime serrer les mains. À vieux, aux vieilles, aux jeunes. C'est un jeu, c'est un plaisir pour moi. Je dirais même ma distraction. Mais à chaque fois, est-ce que je peux avoir... Ah, mon fils, est-ce que je peux avoir? Mon fils, est-ce que je peux avoir? J'ai compris très tôt que Porto-Novo a un problème. Ce n'était même pas arrivé ce phénomène des institutions de microfinance. Non. Chaque soir, je venais m'asseoir devant le portail de mon père. Et à chaque fois, c'est bizarre, quand je rentrais d'Abidjan, j'aime passer le week-end au Bénin. Je venais passer régulièrement mes week-ends à Cotonou. Parce qu'il y avait Air Afrique, donc tu pourrais venir vendredi soir et repartir. Il y a un vol lundi matin d'Air Afrique. Donc je venais travailler, je travaillais à Abidjan, je venais en week-end à Cotonou. Donc quand j'arrive le week-end, je suis tranquillement assis devant mon père avec une chaise et j'ai un petit sac avec des billets neufs. Donc les gens savent, est-ce qu'il est rentré? Ah, il est arrivé, ça passait, me dit bonjour. Ça passait, me dit bonjour. Et à chaque fois, oui, on veut faire telle activité, on n'a pas de l'argent. Oui, mon enfant doit aller à l'école et ça ne va pas, je n'ai pas les moyens. Oui, donc c'est tout le temps les mêmes chansons. Vous êtes avec la population, vous avez mené des actions sociales oui, au profit de la population. J'en arrive. Et du coup, j'ai compris qu'il y a un problème. Les gens ont besoin des moyens pour travailler. Parce que nous, à Abidjan en ce moment, comme en Europe, il faut travailler. C'est en travaillant que tu peux gagner de l'argent. Mais quand il faut avoir quand même un financement du départ, de base, à savoir un chiffre, un fonds de roulement. Mais les gens, comment trouver ce fonds de roulement? La mairie ou le district, en ce moment, qui n'avait pas une politique de mobilisation des fonds au profit de sa population, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai réfléchi tout de suite. Parce que Abidjan avait ce système, le système de la microfinance, des microcrédits de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, voire 100 000. Alors j'ai réfléchi, je suis reparti un jour sur Abidjan
j'ai vu les responsables de cette institution, Micodem, j'ai discuté avec eux. J'ai voulu comprendre. Je dis, mais je suis intéressé par votre business. Parce que moi, chez moi, je n'ai pas ça. Et on m'a expliqué comment ça se fait. Je suis venu au Bénin. J'ai vu j'ai cherché à me renseigner maintenant. J'ai vu qu'il y a Padmeux, mais ils n'étaient pas à cette échelle aujourd'hui. C'est à une échelle un peu plus grande aujourd'hui. Alors, donc, j'ai eu à discuter avec le directeur qui était en ce moment à la tête de cette institution. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les renseignements de comment déposer le dossier. J'ai entamé les formalités. Je me suis installé, j'ai acheté un immeuble sur la grande voie, je dirais, les Champs-Élysées de Porto-Novo. La finalité, cette initiative a impacté combien de personnes à Porto-Novo? Oh là là, je ne peux même pas vous dire aujourd'hui, il n'y a pas un quartier de Porto-Novo qui n'a pas bénéficié des intérêts de cette institution dont je suis le président aujourd'hui. Et au départ, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais je suis heureux. Si ça peut aider, j'ai une enveloppe, une grande enveloppe en souffrance aujourd'hui. Ils n'ont pas payé d'impayés. Mais Dieu merci, parce que je sais qu'au moins, c'est dans ma ville, les gens travaillent. Ceux-là, aujourd'hui, qui devaient commencer par payer. Donc, pour vous dire, cette institution, vous ne pouvez pas parler de Syntec aujourd'hui à Porto-Novo et ne pas retrouver un élément de Syntec dans une maison, ça m'étonnerait. Et les crédits sont à des taux minables. Et je vous le dis, le siège de cette institution, je l'ai instauré à Porto-Novo, contrairement à des institutions qui existent sur le terrain. Syntec a son siège à Porto-Novo. Et aujourd'hui, je suis heureux, je ne peux pas passer. Vous êtes conseiller à la mairie de Porto-Novo. Et pourtant, dites-nous d'abord des actions que vous avez menées aux côtés de la mairie pour que la ville sorte de l'ornière. Parce qu'il y a plusieurs initiatives. Quand on vient à Porto-Novo, à part l'avenue du cinquantenaire qui a été réalisée il n'y a pas longtemps, et la voie Kati jusqu'à Djara Dokodi, le reste, il n'y a pas de route. Et il y a encore des maisons, des bâtiments coloniaux qui sont encore dans cette ville capitale. Oui, mais je vais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement de l'organigramme d'une mairie. Le plus fort, le chef, le président de Porto-Novo ou de la mairie, c'est le maire. Moi, je ne suis qu'un simple conseiller. Le conseiller, vous avez un avis en plénière. Vous conseillez, vous proposez, on discute, mais sachez que vous êtes un élément de l'ensemble et que votre voix ne porte à rien. Il suffit que la majorité, vous allez dans une direction plus, la majorité dit c'est moins, on va dans la direction moins. Si vous allez dans le moins, la majorité dit nous allons dans le plus. Donc, je ne suis pas le maire. Même les conseillers, les agents au maire ne détiennent pas la signature. Ils ne peuvent qu'ils sont comme des conseillers. On propose, il y a un collège. Si le maire veut, il va dans votre sens. S'il ne veut pas, il va dans le sens de sa volonté. Bon, de par ce poste, je vous dis franchement, je ne peux rien faire. Moi, je dirais même, être conseiller, c'est un poste honorifique. Être conseiller, pour moi, c'est un poste honorifique. Parce que, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que conseiller? Au contraire, vous dépensez votre argent. Si vous passez dans un quartier, je suis conseiller, par exemple, dans le 1er arrondissement, je sais combien de poteaux électriques j'ai fait allumer, qui ne s'allument pas depuis des années. Des poteaux électriques qui ne s'allument pas depuis des années. Mais pour réparer, je suis obligé de sortir mon argent pour changer les ampoules. Alors, tu gagnes combien? Vous allez à la session, combien on vous donne? Non. De par cette fonction,
je crois que je ne peux pas être productif pour ce poste, je ne peux pas être productif pour ma population. Mais moi, de pas, moi-même, j'essaie de faire ce que je peux faire. Justement, il y a plusieurs plans de développement de la ville de Porto-Novo qui ont été lancés depuis les indépendances jusqu'à nos jours. La plupart de ces plans-là ont échoué quand on regarde l'état de la ville aujourd'hui. Comment vous expliquez que Porto-Novo n'ait pas été développé malgré les initiatives qui ont été prises par les différents gouvernements et par les différentes mairies? Et pour appuyer mon confrère, entre autres initiatives, il y a eu ce programme du général Mathieu qui recoupait à son âme, le programme de réhabilitation de la ville de Porto-Novo, dirigé en temps par M. Agondanou et après par Ataou Sofianou. Mais dans la ville, les fruits de cette initiative ne sont pas visibles. Oui, vous savez, Porto-Novo, c'est un problème. C'est un problème. Il vient d'où ce problème? Bon, je vous l'explique. Porto-Novo est reconnu comme une ville d'opposition. Vous voyez, la ville, avec sa petitesse, lorsqu'elle commence, je dis c'est une ville booster. En utilisant, en vous prêtant ce mot anglais, c'est une ville, je vous dis, si Porto-Novo se met devant, je m'excuse, il faut que tous les Béninois acceptent ce que je dis, parce que je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Vous allez voir, quand Porto-Novo impacte, ou Porto-Novo a choisi, je reviens même sur les élections, Porto-Novo choisit un candidat. Quand vous observez, ce candidat, pour la plupart, vous voyez, ça attire, c'est comme de l'aimant, ça attire d'autres électeurs à aller vers le candidat de Porto-Novo. Je le dis. Tous les chefs d'État qui sont passés à la tête de ce Bénin ont toujours souhaité avoir Porto-Novo. Au détriment de qui? Au détriment du PRD de M. Adrien Ngwedji. On voit Porto-Novo à travers le président Ngwedji, Adrien Ngwedji. Donc, comment faire pour conquérir cette ville? Mais en regardant, je vous parle pas du présent, je vous parle du passé. Les Porto-Noviens se reconnaissaient uniquement au PRD, au PRD. Les Porto-Noviens sont PRD bon temps. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas PRD de M. Adrien Ngwedji, mais PRD depuis les indépendances. PRD d'Apiti. D'Apiti. Vous voyez, c'est comme vous vous levez tous les matins, je suis au café, et qu'on me présente l'haricot, mais c'est difficile pour moi parce que je suis habitué au café. Le nom PRD, vous rentrez dans tout l'Ouémé, le département, PRD est resté. Les vieilles l'ont inculqué, les vieux l'ont inculqué aux enfants. Les enfants l'ont inculqué aux enfants. Jusqu'à notre génération aujourd'hui. Donc quand vous voyez un Porto-Novien, de fait, il est PRD. Est-ce que c'est parce que donc on est PRD que le Porto-Novo est PRD que les différents gouvernements n'ont pas voulu développer Porto-Novo? J'arrive. Permettez-moi. Vous ne pouvez pas faire le bonheur d'un peuple sans ses enfants. Vous ne pouvez pas venir prendre des échantillons de la ville ou la minorité de la ville pour faire la ville. Ça ne marchera pas. Il y aura des sabotages. Il y aura des crocs en jambes. Parce que cette majorité est PRD. Cette majorité, elle est PRD. Et travaille avec le maître Adrien Ngwedji. Voilà quelqu'un qu'on voit, tous les chefs d'État ou tous les gouvernants veulent le détrôner, lui ravir la vedette à Porto-Novo. Ce qui n'est pas possible parce qu'il est avec la majorité. Et du coup, quand ils viennent, chacun propose programme de réhabilitation de la ville de Porto-Novo, programme de ceci, mais ça ne peut pas marcher parce que ceux qu'on met à la tête de ce programme, projet, oui.
ne sont pas représentatifs à Porto Novo. Et du coup, les autres sabotent. On sabote. Mais on sabote contre l'intérêt de la ville. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et réellement, également, les gouvernants aussi, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils l'utilisent pour la campagne. Dès qu'il y a la campagne, ils mettent un peu d'argent. Et après, même ceux qui sont nommés n'ont pas les moyens pour exécuter. Vous donnez les moyens, vous donnez le travail à quelqu'un, vous ne donnez pas les moyens, comment vous voulez qu'il travaille? Alors, donc quand ils viennent, eux, ils viennent dans le but de pénétrer Porto Novo. Donc, oui, ils ne viennent pas dans le but d'installer des infrastructures, de développer la ville, mais plutôt de pénétrer la ville, de créer des difficultés à mettre Adrien Ngouidi. Juste pour les besoins électoraux. C'est ça. Juste pour les besoins électoraux. Parce que pour eux, non, écoute, comment faire pour avoir ces gens-là? Bon, on va leur dire qu'on va leur faire la route, on va leur dire qu'on va leur construire un hôpital, on va construire l'aéroport, on va faire ceci. Donc, alors, le Porte-Novien qui entend ça, il y aura un mouvement, il y aura un flux d'argent et il y aura un mouvement économique dans la ville. Ok, on y va. Pour une fois, M. Biokou, Porto Novo vient de voter majoritairement pour celui qui est au pouvoir, celui qui vient de gagner l'élection présidentielle. Quels espoirs pouvez-vous nourrir dans cette circonstance, puisque pour la première fois de l'histoire, Porto Novo a choisi le candidat qui est devenu président de la République? Moi, j'ai une cinquantaine d'années aujourd'hui. Les voies que j'ai pratiquées quand j'ai 10 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 8 ans, quand je marchais derrière ma mère, de chez mon père, ma maison familiale, à sa maison familiale, les voies là sont restées telles, comme, tout comme. Ça n'a pas bougé. Il n'y a même pas eu un goutte je dis, une mèche de goudron. Rien. Mais les gens ont compris qu'on ne peut pas continuer dans cette logique de ville d'opposition. Mais de tout le temps, les choses sont restées telles. Alors comment faire? Les gens ont pris leurs responsabilités et nous avons participé pour qu'il y ait ce changement. Mais je ne veux pas vieillir dans 20 ans, mais je me demande, je ne peux plus être ce que je suis aujourd'hui. Je deviens papa gaga, mais il faudrait qu'il y ait un changement quand même pour nos enfants. Il faut qu'on impulse, sinon on n'apportera rien à cette ville. Cette ville est restée telle. C'est malheureux. On n'a pas, il n'y a pas, regardez, quel centre de santé digne on a à Porto Novo? Rien. Quel supermarché, les écoles avec des toits, les écoles sans fenêtres, dans une ville qu'on appelle ville capitale, des écoles inondées, où nous devons aller pour notre éducation, pour former nos enfants. Il y en a à Cotonou aussi. Il y en a... Oui, mais je parle... Aujourd'hui, en 2016, vous avez quand même cette chance inouïe. Vous avez travaillé aux côtés de quelqu'un qui est actuellement au palais de la Marina. Avec son arrivée, quel espoir nous recevez-vous aujourd'hui pour cette ville? Il y a un grand espoir. Regardez le parcours de l'homme. Regardez le parcours du président Patrice Talon, le chef de l'État. C'est un homme parti. Après ses études, il s'est lancé dans les affaires. Donc il a fait tous les paliers des affaires. Il a connu des difficultés jusqu'au sommet. Après, il a développé des relations avec des chefs d'État africains, chefs d'État européens, Europe du Sud, Europe du Nord. Parce que je suis surpris de me rendre compte qu'il est même président, il est même ami au président de l'Union soviétique, de la Russie. Alors, donc, celui-là qui a eu le temps de tourner sa bosse dans les capitales européennes, dans les capitales africaines, il n'est qu'habitué et il n'est qu'habité par une ambition de développer son pays. Regardez, dans l'actualité après l'investiture, les gens ont critiqué quoi? Les gens disaient, mais regardez la première dame,
Elle s'est habillée le plus simplement possible. Tout le monde en parle. Mais parce que c'est des gens, si vous mettez, on aurait mis un tantampion, mais sa femme va faire le tour de tous les prêt-à-porter de Cotonou pour s'habiller. Ou la femme va prendre l'avion spécial, on en a déjà vu en Afrique, pour aller s'habiller en Europe. Mais c'est des gens, le matériel, ce n'est plus leur affaire. Moi, je dis, ils sont arrivés à une dimension qui est spirituelle, apportée pour le grand nombre. Eux, ce n'est plus je veux, je veux, je veux. Cette famille, au moins, je veux, c'est plus leur affaire. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter? Comme l'apôtre Paul. Allez, aider, donc aider le grand public, aider le Bénin. Et c'est là où je trouve que Porto Novo aura pour son compte. Et nous, nous sommes là, en tant que les structures horizontales par rapport à sa structure qui est le gouvernement, nous qui l'avons soutenu, il y aura des fiches. On va lui faire des fiches. On va crier. On lui dit, on attirera son attention sur des points clairs, les points clés, pas que de Porto Novo, du département de Lomé, du Bénin. Si nous avons la chance de nous retrouver dans les villes du Bénin, on lui parlera. Parce qu'il a le droit de réussir. Il a tout pour réussir. Monsieur Talon, le président Talon, le chef de l'État, vous croyez qu'il veut courir pour mettre ses neveux, ses cousins dans une mission? Vous croyez qu'il a besoin aujourd'hui de demander, oui, pour ce travail, prenez-moi un tel, non? Déjà, cette structure peut déjà engranger tout la main-d'œuvre qui peut lui être donnée. Donc, pour moi, nous avons le Bénin à une chance. Le contraire m'aurait étonné. Mais le défi est pour 5 ans. On verra dans 5 ans comment le Bénin d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la photo du Bénin d'aujourd'hui. On va revoir le Bénin de 2021. Et je sais, je crois, et j'ai la certitude que ce monsieur transformera le Bénin, mais en particulier la ville capitale. Parce que la ville capitale, nous avons besoin de beaucoup. Il faut que cette ville sorte de cette image qu'elle présente aujourd'hui, une ville dortoir. Il n'y a rien. Il faut que ça devienne, nous on arrive, il faut que le gouverneur nous aide Porto Novo à devenir une ville cosmopolite, où on peut retrouver un Gabonais, un Congolais, un Togolais, un Abomey, un Bariba, un Somba, tout. Il faut que ça soit une ville cosmopolite. Et pour arriver à une ville cosmopolite et réelle, c'est parce c'est qu'elle est aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait le retour, il faut qu'il y ait le retour de certaines administrations à Porto Novo. Il faut qu'il y ait la volonté vraiment de construire. Et nous allons demander, nous allons rester derrière le président pour que cela soit fait. Et il faudrait qu'il ait une agence, nous avons besoin d'une agence spéciale de réhabilitation de la ville de Porto Novo. Il faudrait qu'il nous donne ça et qu'il en mette davantage les moyens pour sa réhabilitation. En fait, avant donc de soutenir ainsi ce président, vous étiez membre du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Ngouédi. Aujourd'hui, vous parlez du président Patrice Talon avec beaucoup d'admiration, beaucoup de distinction, alors que votre parti n'avait pas choisi Patrice Talon pour la présidentielle. Comment un militant aussi discipliné, vous le disiez au début de l'émission, peut-il choisir un candidat différent de celui proposé par son parti? Il faut reconnaître les problèmes internes du parti, du Renouveau démocratique. Je n'ai pas besoin de les exposer ici. Mais sachez que après les élections, depuis 1 an et demi, je suis considéré comme quelqu'un de parti. Contrairement à ce que les gens pensent. Les gens me voyaient comme le maire de la ville de Porto Novo. Et ça discutait partout. Ah, c'est le prochain maire, c'est David. Par rapport à quoi? Par rapport à mes actions. Je n'ai jamais dit, quelque part, on dit, le lion ne... Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Merci. Alors, la population, le peuple de Porto Novo, dès qu'ils me voient,
c'est le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire. Parce qu'il voyait mes actions sur le terrain. Il y a un funérail quelque part, je suis présent. Il y a un anniversaire, on m'invite, je suis présent. Les écoles, je suis présent. Il y a une activité politique, une activité spirituelle, une activité sociale, je suis là avec les gens. Donc, ils voyaient en moi le maire, le maire, le maire. Mais, au finish, c'est un autre, ils ont vu à la tête de Porto Novo. Alors, je dis, celui qui est là, c'est écrit. Moi, je suis très spirituel également. Parce que c'est Dieu qui choisit le chef. Ils étaient 33 à chercher le fauteuil de la Marina. Aujourd'hui, c'est un seul. Celui que personne n'a pensé est à la tête. C'est lui qui est aujourd'hui président de la République. Alors, c'est pour vous dire, je suis parti du PRD. Je suis où? J'étais en train de partir du PRD juste après les élections, mais pas parce que je ne suis pas maire. Ça, je veux que les gens comprennent ça clairement. Au moment opportun, s'il y a à dire, si on me demande officiellement, je pourrais le dire. Pourquoi? C'est-à-dire, arrivé à un moment, je me vois étouffé. Je me voyais étouffé. Pourquoi non, oui, je me voyais étouffé. Parce que toutes mes activités étaient vues d'un autre œil. Toutes mes activités étaient vues d'un mauvais œil. Alors, donc, je partais doucement. Mais voilà un peuple qui m'aime et qui serait choqué en me voyant partir. Mais les responsables savaient que ça n'allait plus. Ça n'allait plus, c'est pas parce que je ne suis pas maire. Ça n'allait plus parce qu'il y a un malaise au sein du parti, ça? Il y a un point qu'il va falloir clarifier aux téléspectateurs et aux auditeurs. Vous avez dit que ce n'est pas parce que vous n'avez pas été désigné maire que vous êtes parti. Comme vous êtes en train de ne pas partir, vous êtes toujours encore, à l'heure où nous parlons, vice-président du PRD, n'est-ce pas? Vous êtes toujours vice-président du PRD. Sur papier. Sur papier. Ok. Est-ce que vous avez pris la décision de partir au lendemain du choix du PRD de soutenir le candidat Lionel Zinsou? Je suis parti avant les élections municipales. Je suis parti avant les élections municipales. Votre départ n'a rien à voir avec le dernier choix du parti. Je dis, je suis parti avant les élections municipales, où les gens, le peuple me voyait maire. Moi, j'étais déjà parti. Mais vous n'avez pas fait formaliser votre démission. Pourquoi? Non. J'attendais. Ah, les élections municipales ont eu lieu, je crois, en avril. Oui, en avril. Si en juin. C'est en juin? En juin. Avant juin, en mai ou en avril, voilà, moi je voyais déjà mon départ. En avril. Je voyais déjà que je suis parti. C'est vous, mais de façon officielle. Oui, pourquoi la démission? Voilà. Mais au peuple, je ne pouvais pas l'exprimer. J'ai fait campagne. J'ai fait vraiment campagne, comme cela se doit. Je me suis calmé, je suis allé jusqu'au bout. Et quand on a fini les élections, j'ai pris ma distance. J'ai pris ma distance. Après, on a nommé le maire. Après le maire, j'ai pris ma distance et j'observais. Peut-être les choses vont changer. Je regardais de loin, est-ce que les choses vont changer? Je voyais que les choses étaient, au contraire, ça s'empirait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là, politique, j'observe. J'étais devenu un observateur politique. Mais le peuple ne comprenait rien. Quand je passe, président. Et j'avais, vous voyez, il y avait une réaction à moi. Quand je vois le président, il m'ovationnait, il m'acceptait. Je dis, mais il m'a madoué. Je regarde, je dis, mais est-ce que je peux leur dire ce que j'endure? Je suis resté sur ma faim. J'ai attendu parce que on me faisait porter tout. Quand c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est mauvais, c'est David Bioko. Vous mettez quoi dans le on? Bon,
écoutez, ce n'est pas encore le moment. Donc, je continue. Et quand les élections présidentielles ont commencé, j'ai regardé. Franchement, je vais vous dire, vous m'excusez, je voyais 3 personnes que je disais à haute voix. Peut-être après une quatrième personne. Je voyais le président, je voyais Biotchane, Abdoulaye Biotchane, je voyais Irénée, le président Irénée Koupaki, je voyais le président Patrice Talon et je voyais le président Adiavon Sébastien. C'était les 4 présidents que je voyais pour les élections présidentielles. Donc, vous ne voyez même pas le candidat du parti au pouvoir. Je ne voyais pas le président, le premier ministre Zengsu, je ne le voyais pas. Parce que je connaissais le Béninois. On nous connaît. Le Béninois n'aime pas qu'on dérange son enfant, son fils, son frère. Patrice Talon, je ne voyais même pas. Aujourd'hui, tu sais, personne n'a su que Patrice Talon a fait de grandes études. Moi, j'ai appris, on m'a informé que Patrice Talon est un jardinier que le président Soglo a élevé. Oui, on disait que c'est un jardinier qui travaille chez le président Soglo et c'est le président Soglo qui a commencé par lui donner des marchés d'intrants et c'est comme ça qu'il a eu de l'argent. C'est ce que les gens disaient de lui. Mais quand j'ai eu son passage sur la chaîne, en tout cas, il y a en France une émission organisée. Je dis, mais Biotchane, le président Biotchane, le président Koupaki, mais ils ont des problèmes. J'ai commencé, ces deux-là, parce que moi je voyais vraiment, quand je vais classer, le premier c'est Biotchane pour moi. Le premier c'est Biotchane. Le second, c'est... Au moment où vous faisiez vos analyses. Oui, au moment où je faisais mes analyses. Le premier, c'est le président Biotchane. Le second, c'est Koupaki. Le troisième, le président Patrice Talon. Le quatrième, le président Adiavon. C'est comme ça je faisais mon calcul. Donc, et après avoir suivi cette émission, vous avez changé d'avis. Après l'émission, sur la chaîne européenne ou une chaîne... Tournée à Paris et diffusée sur les chaînes nationales ici. Il y a un problème. Mais ces deux-là, ils ont des problèmes. Mais le gars était posé. Il parlait. Mais les verbes, il a le verbe, il parlait couramment et à l'aise. Et tout ce qu'il disait se pensait bien. Et il avait le mot pour le dire. Ah, je dis, mais celui-là, attention, il viendra déranger. Et là, il y a une admiration. Mais je dis, mais quelqu'un qui est parti, on dit jardinier, vendeur d'insecticides, et qui parle comme ça, ah mais je me retrouve en lui. Un homme d'affaires, je le suis. Ah, vraiment, si lui peut... Parce qu'on se connaît, les hommes d'affaires. Ils ont un sens... Vous insinuez que c'est cette émission qui a déterminé votre choix final. Je vous dis, c'est l'émission. Et quand il est arrivé, je l'observais de loin. Bon, comment aller vers lui? Je suis encore au PRD, vice-président. Mais vice-président, je dis tacitement parti ou sortant. Mais je l'ai observé. Les élections ont commencé les pré-campagnes. Je regarde le président Biotchane. Il faut dire, je ne vais pas vous mentir, le président Koupaki, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais après, il y a eu beaucoup de sabotage autour de l'homme. Oui, et comme il était, je l'attendais démissionner depuis 4 ans, depuis la 4e année du pouvoir du président Yahya Boni. Je dis, mais comment un homme comme le président Koupaki peut rester à côté de M. Yahya Boni par rapport à certaines affaires bon, des affaires qu'on connaît, on ne va pas les rappeler. Je ne vais pas rappeler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je dis, mais non, le président, il est tellement... Vous voyez, quand il parle, il est posé, il est calme, et ça dit, ça tourne bien dans sa tête. En économie, en politique, c'est un homme complet. Mais comment cet homme complet peut être à côté du président sans dénoncer? Il doit démissionner. Il n'a pas démissionné. Je l'ai porté en antiparti. Le président et Koupaki.
je voyais le président Biotchani. Je dis, bon, lui, il va... Bon, donc, mon choix, c'était sur le président Biotchani. Je dis, bon, je vais soutenir le président Biotchani. Il est sûr de gagner. Parce que, et là, le président Koupaki, les Béninois, connaissant les Béninois, ils ne vont pas porter leur choix sur lui. Et donc, en un an, et quand j'ai vu l'avènement du président Patrice Talon, je dis, vraiment, c'est celui-là que je veux. Et lui, l'autre, c'est un banquier. Vraiment, je préfère aller vers l'homme d'affaires qui va changer, parce que l'homme d'affaires, c'est quoi? C'est vite, hein, sur le timing. Et c'est pas réfléchir combien je vais gagner. Les politiciens, les politiques, je dirais, ceux qui ont fait l'administration pour tomber dans la politique, c'est les calculs, comment avoir des comptes à Paris, comment avoir des comptes à Luxembourg, comment avoir des comptes en Suisse, c'est leur problème, ça, pour la plupart. Ils veulent vite gagner d'argent, des réserves qu'ils ne peuvent même pas l'utiliser, qui peuvent même pas les servir. Alors, donc, j'ai vu déjà, celui-là, il est plein, il est rempli, il a les moyens, il sait parler. Et après, quand il a commencé sa campagne, j'ai poussé un peu ma curiosité à connaître son cursus universitaire, sa formation. On me dit, c'est quelqu'un qui a le bac plus 5. Je dis, oh, qu'est-ce que les gens racontent? Un jardinier, on dit le bac plus 5. Mais je dis, bac plus 5, et ça correspondait à ce qui sort de sa bouche. Sa maîtrise des sujets, sa maîtrise de la langue de Molière. Donc du coup, je dis, mais moi, j'ai trouvé mon candidat. Mais comment faire? Et je savais, j'attendais que le président, le PRD, aille dans ce sens. Je regardais le PRD venir. Je dis, le PRD ne peut que soutenir ou le président Patrice Talon ou le président Sébastien Diabon. Parce que le président Patrice Talon, parce qu'il s'est passé des choses le 19 mai, la nuit du 19 mai au 20 mai 2015. Donc, mon calcul, je dis, tiens, le parti, c'est sûr que le parti ira dans cette direction. Et moi, qui suis déjà détaché, un peu détaché, je serai moi-même plongé dans le sang. Je vois brutalement le parti qui choisit Lionel Zinsou. Oh. Lionel Zinsou, je dis, mais ce n'est pas Lionel Zinsou qui sera président. Le Béninois ne choisirait pas Lionel Zinsou. Le Béninois, nous sommes trop intelligents. Et on s'est dit non. Vous voyez, quand on va au consulat s'allier pour avoir le visa, ça plaît aux Béninois. Vous pouvez être ministre, vous allez là. Vous pouvez être DG, vous allez là pour prendre le visa. Ça plaît aux gens. Ce que nous voyons, les Maliens, les Arabes, les Marocains, les Algériens, qu'on jette à l'eau sur la côte italienne. Mais les choses aujourd'hui, le monde est sur une plateforme. Et tout, on voit tout. Ce qui se passe ici ce matin, les gens le regardent. Donc, les gens le regardent partout. En tout cas, monsieur Biokou, on retiendra que vous avez choisi donc Patrice Guillaume Athanase Talon qui a été élu président de la République. Aujourd'hui, le PRD veut vous rejoindre ou bien vous rejoint dans ce choix. Vous êtes tacitement parti du PRD, même si vous en êtes encore le vice-président, sur le papier, comme vous dites. Mais le PRD est en train de rejoindre ce camp. Quelle analyse faites-vous de ce choix? Moi, je suis heureux. Contrairement à des gens qui trouvent que c'est pas noble de la part des responsables du PRD. Vous savez... Donc, ça fait que vous pouvez demeurer membre du PRD. Non, laissez-moi finir. Jusqu'avant cette élection, les gens confondaient Porte-Novo ou le département avec le PRD. On confondait, en tout cas les autorités politiques de notre pays, pour la plupart, la majorité, qui ne sont pas ressortissants du coin, pour eux, Porte-Novo, c'est PRD. Pour eux, il n'y a pas une minorité qui dit non. Non, il y a eu un mythe qui a été brisé avec eux. Il y a un grand mythe. Je ne le dis pas, ce n'est pas à moi de le dire. Il y a un mythe. Voilà que vous vous retrouvez dans le... Bon, en tout cas... je tiens, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, le PRD
aujourd'hui où cette ville maintenant a retrouvé son indépendance et du coup, les gens comprendront, hein, les politiciens comprendront que ce n'est pas forcément une ville de l'opposition. Parce que, oui, le PRD aussi, aujourd'hui, soutient le candidat au pouvoir. Donc, c'est une ville, on dira, c'est une ville aussi soutenant le parti au pouvoir. Donc, ce n'est plus une ville d'opposition. C'est une ville libre, c'est une ville positive aujourd'hui qui peut recevoir les avantages du pouvoir. Ce qui ne devait pas être le cas. Une ville peut être opposant, une ville d'opposition ou une ville de la mouvance, on s'en fout. Le Bénin, les Porte-Noviens payent les impôts. Les Porte-Noviens ne sont pas du Nigeria, ils sont du Bénin. Les Porte-Noviens cotisent au trésor à travers les impôts, la fiscalité et plein d'autres choses encore. Donc, nous devons naturellement, ce qui revient à Cotonou de droit, revient à Porte-Nouveau également de droit. Mais en Afrique, et partout en Afrique, pas qu'au Bénin, les gens confondent une région d'opposition et on fait tourner, on fait virer ce qui devait revenir de droit à cette ville, à d'autres villes. Mais maintenant, on ne dira plus une ville d'opposition, on parlera d'une ville de mouvance. Donc aujourd'hui, Porte-Nouveau a la facilité, Porte-Nouveau a l'aisance de recevoir également ce que peut recevoir, je ne sais pas, Parakou, Cotonou, Dali et consorts. Dites-nous, M. David Camille Bioukou, les rapports que vous entretenez actuellement avec le président Maître Adrien Ngouedi une fois que les élections sont passées. Non, le président Maître Adrien Ngouedi, hein, c'est un père. Bien qu'il soit mon grand frère, moi je suis un enfant du vieux. Donc c'est un père. Le président Maître Adrien Ngouedi, c'est une personnalité du Bénin. Le président Maître Adrien Ngouedi, c'est le jour et la nuit. Comme je le dis souvent aux gens, c'est le ciel et la terre. Il a tout de plus que moi. Donc le président Ngouedi, je lui dois respect et admiration. Mais aujourd'hui, je suis en train, pour ne pas dire, je suis parti de ce parti, mais il reste que je formalise clairement ce que j'ai à formaliser. Vous attendez quoi? Ça va mettre encore combien de jours? Oui, ça ne tarderait pas. Juste après il y a des réglages. Hein? Hein, il y a des réglages à faire. Une fois ces réglages faits, officiellement, vous le saurez par voie de presse au départ. Mais sachez que aujourd'hui, je milite pour l'émergence du Bénin. Et cette émergence du Bénin, c'est avec le président Patrice Talon. Vous allez voir dans le mot émergence qui revient dans le discours, ce n'est peut-être pas l'émergence la même que nous l'avons connue il y a quelques années. Non. On ne mélange pas serviette et torchon. La serviette, c'est dans la douche. Le torchon, c'est sur la table et c'est la cuisine, c'est à la cuisine. Non. Avec ce monsieur, et regardez l'équipe. Peut-être vous en verrez. On en parlera tout à l'heure. Alors, donc, moi, je sais qu'avec Patrice Talon, je prends un défi avec vous pour 2021. Le Bénin, on ne serait pas la France, mais on va être un peu comme la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire de 2003, de 2004, de 2006, de 2010 ou de 2009 n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Monsieur Alassane Ouattara est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Et nous avons la chance d'avoir le président Patrice Talon qui va changer le Bénin. Il faudrait que les Béninois puissent se soigner. Il ne faut pas être riche pour se soigner. Il y a un problème au Bénin. Il ne faut pas être riche pour se soigner. Il ne faut pas être politicien pour qu'on décrète un avion spécial pour vous envoyer prendre des soins en Afrique du Sud ou en Europe. Le Béninois a besoin de se soigner. Aller à l'Uber Maga et trouver tous les appareils et pour se soigner, pour vérifier, pour faire des analyses. Il y a des problèmes dans ce pays. Les gens amassent beaucoup d'argent. L'argent qu'ils vont laisser est parti. L'argent qui créera des problèmes, qui va tuer leurs enfants. Entre eux, les enfants vont se tuer entre eux. Au lieu de mettre cet argent pour servir le plus grand nombre, à travers les centres de santé, à travers les écoles, ils préfèrent mettre ça. Non, il faut que ça change. Et je sais, j'ai la certitude que le président Patrice Talon
il va... Non, il faut être positif. Je suis positif. Et il faut lui inculquer ça. Hein, que ça doit être une énergie qu'il faut projeter au président. Au président Patrice Talon. Il n'a pas besoin d'argent. Lui, aujourd'hui, c'est les honneurs. Quand on dit quelqu'un n'a pas besoin d'argent, c'est le président Patrice Talon. Il a besoin que des honneurs, qu'on l'ovationne, président. Mais lui, il va travailler. Parce qu'il a déjà les moyens. Il n'a rien à faire avec nos 1000 milliards. En faisant pas non plus un dieu en l'ovationnant un peu trop non plus. On en parlera tout à l'heure. Le nouveau départ s'est installé au pouvoir. Nous allons parler maintenant de l'investiture. Le nouveau départ est installé, mais jusqu'au bout, on a eu peur que la passation de charges ne se déroule pas bien. Comment expliquez-vous? D'abord, vous n'étiez pas inquiet, je suppose, par rapport à tout cela. Non, vous parlez de quelle passation de charge qui n'est pas... Entre le chef de l'État sortant, le président Thomas Boniaï, et le nouveau président, la passation de charge du matin du 6 avril, beaucoup de gens avaient demandé au président Talon de ne pas y aller parce que ça risquait de mal tourner. Et puis, tout s'est bien passé, les deux personnalités ont fait un beau spectacle au peuple. Cher monsieur, ce sont les détails, ça. La passation de charge. On n'a pas besoin. Le président Yaïbouni a fini. Il est à sa retraite, il faut qu'il parte. Mais il est déjà parti. Oui, bon, donc, c'est que ça a bien passé, la passation. Le Béninois n'a pas besoin de ça. Le Béninois a besoin que le président Talon l'aide à se soigner, à se nourrir, à se vêtir, à se déplacer. C'est ce qu'on a besoin. Que Yaïbouni donne un cahier de charge au président, il en a besoin. Les audits sont là. L'ambiance que les deux personnalités, le spectacle en direct que les deux personnalités ont offert aux Béninois et à la communauté internationale est un élément quand même déterminant dans en tout cas la vitalité, la consolidation de notre démocratie. Un président sortant avec celui entrant qui se sont en tout cas embrassés devant les caméras, c'est quand même important. Vous, en tant que politicien, vous devez quand même avoir une lecture positive de cette image. Mais je vous dis, c'est un charme. C'est la façade de ça. Est-ce que nous avons besoin de la façade? Au Bénin, il faut qu'on se colle à des choses, c'est-à-dire on laisse l'essentiel, on se colle à des choses qui nous font perdre la réalité des choses. Je suis d'accord. Au Bénin, partout dans l'Afrique, partout, dans le monde, on nous connaît démocrates au Bénin. On nous connaît, c'est tout ce qu'on vend. On n'a pas autre chose. Maintenant, vous pouvez me dire, je suis d'accord avec vous, que ça soit un plus, hein, que ça soit un élément qui apporte un plus à notre démocratie. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, regardez, allez-y dans nos grands centres et dans les petits centres de santé. Les gens arrivent parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils attendent, ils restent à la maison, ils prennent des médicaments, des médicaments de la rue, et à la dernière minute, ils arrivent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. À quelques minutes après, on dit il est décédé. Ah, et vous allez. Mais c'est un éventail d'individus qui meurent par jour. Par manque de moyens. Alors, nous avons besoin de ce soin minimum. Moi, je veux que le président Patrice Talon commence par là. Non, il a annoncé, vous étiez à Porto Novo le 6 avril lors de son investiture. Vous l'avez suivi, son discours laconique, mais dans ce discours, il a rappelé en tout cas les grandes réformes qu'il compte mettre en place pour permettre au Bénin de décoller. Votre lecture de son discours? Vous savez, contrairement au discours que nous avons, moi j'ai retenu deux choses dans son discours. Je l'ai regardé. Vous savez, la manière de... Il faut vivre la chose. Il y a des gens, observez les politiciens, quand ils sont devant un discours, vous allez voir, d'autres font la lecture. Ils sont là comme des lecteurs. Et d'autres, vous voyez que ce qu'ils écrivent, les éléments viennent d'eux. Et le président Patrice Talon, c'est le premier point, c'est ce que j'ai regardé. Il lisait ce discours. Avec aisance. Pas l'aisance. L'aisance, les lecteurs de discours, hein, ils en font autant. Mais vous le voyez, il y a une énergie. On voit qu'il vivait ce qu'il disait. Il vivait cela. C'est que, moi je me demande même si ce discours a été écrit par quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a écrit son discours? Point d'interrogation, il paraît que des chefs n'écrivent pas leur discours. Bon, déjà, moi, ma petite thèse, la plupart de mes discours, je corrige. Bon. Donc, quand vous le voyez, on sentait que c'est lui-même qui avait écrit le discours. Et quand vous voyez comment il rendait
vous allez voir qu'il vivait la chose. En plus de ça, ce que j'ai retenu, regardez tout au long du discours. Moi, j'appelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route. Et en administration ou en société, on parle de quoi? Le bilan ou le budget prévisionnel. Ce qu'il va faire pendant tout son quinquennat. C'était clair. Vous faites allusion à un discours programme? Oui, oui. Programme, c'est au-delà du programme. C'est un discours, c'est un tableau de bord qui est fiché, qui est collé. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui arrive dans son bureau, qui dit, bon, pendant ce mois, j'ai ceci, j'ai celui, j'ai ça à faire, et il met ça sur feuille, et il colle ça sur son mur, ou devant lui, ou sur sa télévision, ou sur son écran d'ordinateur. Il dit, dans la semaine, il faut que je termine ce programme. Donc, je trouve que le président Patrice Talon a déjà lancé tous les dés. Mais est-ce que les sujets qu'il a abordés dans ce discours vous satisfont? Est-ce que les priorités qu'il a annoncées sont les mêmes que les vôtres? Moi, je dis, s'il arrive pendant 5 ans à exécuter ce qui est écrit, ce qu'il nous a donné lecture, mais le Bénin ou le Béninois va se sentir un peu bien. Il va être encore à l'aise. Ça ne sera plus que la démocratie à vendre. Je crois qu'on aura autre chose. Bon, vraiment, on va commencer. Il y aura un espoir. On verra que devant sera mieux. Et c'est celui qui va venir qui aura des problèmes. Et je crois, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de l'aider. C'est de l'aider. Lui, il a posé, il ne faut pas que les gens lui mettent les bâtons dans les roues. C'est pourquoi, avec l'équipe à la tête, le président Koupaki et le président Biotchane, ils ne sont plus présidents. Aujourd'hui, on parlera de ministres, des ministres d'État. Et aujourd'hui, il y a aussi un monsieur de la Banque mondiale ou machin qui est là. Je crois que j'aimerais assister. J'aimerais faire partie de ce groupe. Hein? Parce que j'aimerais voir un peu le conseil des ministres. Ça dit ça va être du feu. Ou être dans le conseil d'administration, quand il y a des hommes qu'il faut à leur place, le conseil d'administration est intéressant. Parce que il y a des idées qui tombent et il y a des discussions. Et c'est bon. Et on dit, entre deux forces de feu, jaillit la lumière. Donc, je crois que ce qui va se passer dans le Conseil des ministres actuel, c'est un gouvernement des hommes, vraiment des hommes qu'il faut. Hein? Des hommes de capacité, des hommes intelligents, hein? des technocrates. Je crois qu'avec ce gouvernement et avec M. Patrice Talon, je crois qu'on ira loin. Et M. David Camille Biokou, justement, pour relever ces défis, Patrice Talon ne travaillera pas seul. Il a mis en place déjà une petite équipe composée de son premier gouvernement. Ni votre aile dissidente du PRD, ni qui a rallié la nouvelle mouvance ne sont pas représentés. Comment cela peut s'expliquer? Oui, mais écoute, le PRD l'a dit qu'il n'est pas venu, je crois, qu'ils ne sont pas venus pour être au gouvernement. Et il ne peut pas venir là, ils ont soutenu quelqu'un, il ne peut pas aussi venir, ils viennent, il ne peut pas demander à être au gouvernement. Je crois que ce n'est pas le problème de... Et vous qui avez soutenu très tôt le président Patrice Talon. Oui, mais nous, est-ce que vous croyez que c'est toujours au gouvernement qu'il faut aider un président? Non. Vous venez de dire que vous auriez aimé vivre l'ambiance du... Oui, c'est l'ambiance. Si je peux me rester à travers une porte et regarder ce qui se passe, ou dans une salle avec une caméra, suivre le conseil des ministres, mais je suis l'homme le plus heureux. Parce que je sais que vraiment, il y aura des idées qui profiteront à mon pays, qui sortiront de ce conseil. Parce que c'est le conseil des géants. Et à la tête, un éléphant. Donc, hein? Mais néanmoins, vous n'avez pas la certitude qu'il faut forcément être dedans pour travailler pour le pays? Non. Vous voyez, le président Patrice Talon a des structures verticales. Et sa structure verticale, c'est son gouvernement, ce sont les administrations. Également, il a des structures horizontales. Vous voyez, le président n'a pas de parti. Le président, pas encore. Il n'a pas de parti. Pour l'instant.
Maintenant, il faut des forces pour le soutenir. Il faut des forces pour relayer ces activités dans les villes, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les départements. Il faut des gens. Et moi, j'appelle cette structure la structure horizontale. Et dont nous faisons partie. Il faut que le président, toutes les actions imposées par le président, il faut que nous relayons. Parce qu'il a 5 ans, il faut qu'on lui donne le temps de travailler pendant ces 5 ans. Il ne faudrait pas qu'on vienne lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, je sais qu'il est très fort pour transcender tous ces événements malheureux, et parce qu'on en connaît beaucoup au Bénin. Les gens sont là pour faire... C'est un panier de crabes. Quand quelqu'un monte, il faut le faire descendre. Et c'est pourquoi nous tournons, et je crois qu'il va corriger. Donc, je disais, il faut... C'est pas forcément être dans la structure verticale qu'il faut aider un président, non. Nous sommes là, il nous écoute. Et il y a des structures également autour de lui à qui nous nous adressons et qui peut lui porter l'information. C'est déjà... Et c'est un monsieur, il aime aller, c'est-à-dire, il veut atteindre l'homme final. Comment je ne sais pas comment je peux... Si je m'exprime bien. Ce n'est pas quelqu'un d'intermédiaire. Le président Talon, même s'il t'envoie pour une mission, il veut se rassurer que la mission est accomplie. C'est un point, c'est des éléments importants. Est-ce que ça ne fait pas partie des défauts de l'ancien président qui confie des missions à des ministres et qui demande au directeur de cabinet de contrôler le ministre, qui appelle le directeur de cabinet pour voir si... Oui. Qui a des relations avec tous les membres du cabinet. Mais ça, c'est mauvais. Vous ne verrez pas le président Talon confier une mission, parce qu'il faut faire la part de ce que je dis. Oui, mais on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Bon, écoutez... Et puis attendre la reddition de comptes, voilà, plutôt que de faire des contrôles... Construisez-moi un hôpital à Porto-Novo. Ou comme j'entends dans les coulisses, il paraît que nous aurions un aéroport. Je serais l'homme le plus heureux dans ma ville. Alors, donc, oui, monsieur le ministre des Affaires et des Travaux publics, ok, l'aéroport de Porto-Novo. Il ne va pas rester là. Il faut qu'il se rende compte que l'aéroport est fait. Mais il ne va pas quitter tous les jours, chaque semaine, aller voir. Non, ce n'est pas l'homme ça. Mais il va s'assurer de la finalité de ce qu'il a confié. Voilà. Donc, ce n'est pas pareil. Quelqu'un, vous ne verrez pas l'homme aller tout le temps, aller, comme on le dit, se montrer. Non, le président Talon, ce n'est pas un homme. C'est un administrateur. En tout cas, il a promis s'entourer de compétences, de véritables compétences. Est-ce que ce gouvernement est fait de compétences selon vous? Moi, je dis au-delà de compétences. Les gens racontent, j'ai appris, bon, les gens en parlent. Oui, comment... Moi, je ne vois aucun ancien. Vous allez me dire pourquoi. Il y a des anciens ministres, 7. Mais vous dites que vous n'en voyez pas. Non, écoutez, regardez, on prend Saka Lafia. Saka Lafia a soutenu qui? Le président Patrice Talon. Non. Saka Lafia. C'est l'un de ses premiers soutiens. Pardon, je veux pas de... Le président Saka Lafia, le président Saka Lafia. Je veux parler de... le président... le premier ministre d'alors, Koupaki, voilà. Koupaki René. Il n'a pas soutenu, c'est pas un militant de Patrice Talon, du président Patrice Talon. Vous prenez le ministre d'État Abiy Tchani, il n'est pas un militant du président Patrice Talon, non. C'est des gens qui sont venus en dehors. Vous faites avec, quand vous avez une équipe, moi j'ai mon équipe, je gagne les élections. Je ne peux pas aller chercher, j'ai déjà mes valeurs. J'ai eu le temps de travailler avec des gens. Je connais ces gens avec qui je travaille depuis des années. J'accède au pouvoir, à la magistrature suprême. Je connais les qualités qui sont en ces gens. Mais vous voulez que j'aille chercher des gens ailleurs? Mais non, je suis obligé de les mettre. Maintenant, quand je regarde les autres, c'est les autres qui l'ont soutenu. Et ils ont la capacité. Quand on regarde le président Biotchani, mais il n'y a plus à discuter. Leur intelligence, ce qu'ils savent faire,
ce n'est plus à démontrer. Donc moi, je vais vous dire, ce gouvernement, en clair, c'est moi, ça ne concerne que moi, le gouvernement du président Patrice Talon, parce que nous, on est là pour dénoncer. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, on va dénoncer. Quand ça va, on lui dira. Quand on regarde, comme je vous le dis, j'aurais souhaité me retrouver à travers les portes, voir ce qui se passe dans leur conseil de ministres, dans leur réunion hebdomadaire. Selon vous, c'est une équipe, en tout cas, faite de beaucoup de compétences et de technocrates, mais il y a un fait remarquable, Monsieur David Kamil Bioko, avec cette équipe, les postes de plusieurs ministres ne cadrent pas avec leur profil. Et vous le savez, comment peut-on espérer des résultats positifs avec un tel schéma? Quand on était à l'école, moi, j'ai fait la comptabilité, les finances. Il y avait plusieurs matières en comptabilité. Il y a la comptabilité analytique, il y a la comptabilité des sociétés, il y a la comptabilité générale, hein, comme il y a les maths financières, hein, la mathématique générale. Et bien d'autres. Oui, et la fiscalité, tout ça. Mais quand on est rentré dans la vie publique, mais il n'y a plus rien de tout ça. Ce n'est que l'intelligence que j'ai reçue. L'intelligence, la formation, juste la formation. Je ne travaille pas en disant j'ai acheté un produit à présenter comme je présentais une comptabilité analytique d'exploitation. Non. C'est-à-dire, vous avez la connaissance générale. Vous êtes qualifié dans un domaine. Vous croyez que moi, si vous me mettez au commerce, je ne vais pas travailler? Vous croyez que si on me met à la fonction publique, je ne vais pas travailler? Vous croyez que quand on va me mettre à la santé, je ne vais pas travailler? Mais je vais m'entourer des cadres outillés, des cadres qui ont cette qualification. Et moi maintenant, je suis maintenant un coordonnateur. Je joue, hein, si j'ai 3 ou 4, je me mets, mais j'ai au moins le discernement quand même. J'ai reçu l'instruction qui me permet de discerner. Et avec ça suffit. Avec ça, je peux travailler. Et quand regardez ceux qui sont là, pour la plupart. Moi, quand je regarde, je vous le dis franchement, le ministère peut-être où on a besoin des gens qualifiés, la santé, et à la tête de la santé, c'est un gars de la santé. On n'est pas allé chercher un comptable ou un financier pour aller mettre au ministère de la Santé. C'est un homme de la Santé. Et quand je prends le ministère des Finances, du développement ou machin, on a mis un gars vraiment qui a fait le développement public. Hein, il faut connaître l'économie, l'économie est macro. Moi, je trouve que ce gouvernement, attendons voir. Même il y a un autre problème. S'il vous plaît, il y a un problème. Peut-être c'est vrai, à moins que, comme l'a dit le président Kérékou, nous avons des cadres tarés. Parce qu'il y a des cadres, c'est vrai, il y a des cadres qui ont la compétence, mais ils sont attirés par d'autres, vous m'excusez, par d'autres, ils ont d'autres objectifs. Ou saboter la chose, ou ils veulent s'enrichir vite, et ça les compromet. Vous envoyez déjà dans cette équipe, au sein de cette équipe? Mais l'homme n'est pas, comme on le dit chez moi, l'homme n'est pas gombo, qu'on peut casser pour savoir, qu'on peut couper pour savoir si il est bon ou pas. Mais on va voir. Mais déjà, apparemment, dans la forme, c'est des gens bien. Dans le fond, on va voir. Et quand ils vont commencer, on va dénoncer. Ah, c'est clair. Et je fais confiance à notre société civile, au passage que je salue, des gens qui veillent de jour et de nuit à surveiller les actions du gouvernement. Et nous aussi, étant avec lui, parce que c'est important. C'est ce que beaucoup de partis n'aiment pas. C'est ça, beaucoup de structures de regroupement n'aiment pas. Il faut qu'il y ait des forces, il faut qu'il y ait des courants dans un parti. Il faut qu'il y ait des courants dans les regroupements politiques. Et c'est ça. Et quand il y a des courants, vous vous cognez et vous trouvez une solution. C'est ça. Et là, je crois que nous, aux côtés de l'homme,
Nous allons être des courants pour dénoncer. Donc s'il y a mauvaise gouvernance, vous, en tant que membre, en tout cas sympathisant, pas sympathisant, en tant que soutien de Patrice Talon, vous aurez le courage de dénoncer. Oui. Au contraire, c'est ce qu'il aurait besoin. Ce n'est pas des gens qui viennent diront « Oh, président, tu es beau ». Non, président, quand tu vas sortir maintenant, les gens vont se taire. « Oh, président, non, c'est toi ou rien ». Non, c'est ça qui fait tomber les gens. Non, président, c'est « Ah, mais ce que tu as dit là, c'est bon ». Non, c'est comme au stade. Si son discours n'était pas bien, il faut le dire. Moi, je vous dis ce que je ressens. Le discours, il vivait son discours. Et c'est une feuille de route. C'est un tableau de bord. Il faut lui dire. Mais si c'est le contraire, il faut également lui dire que c'est pas bon. Non, en tout cas, monsieur Biokou, il y a un autre problème avec ce gouvernement, c'est le nombre de femmes qui ont été nommées, seulement 3 sur 21 ministres. Est-ce que vous n'y voyez pas là un manque de reconnaissance du rôle que la femme a joué auprès de Patrice Talon pour qu'il accède au pouvoir? Oui, moi je ne suis pas pour cette politique de genre, la genre féminine. On dit, si on peut avoir un gouvernement de 21 femmes, tant mieux. Si on peut avoir un gouvernement de 21 hommes, tant mieux. Il faut qu'on arrête. Mais il y a quand même des femmes compétentes dans ce pays, on ne va pas les écarter. Ils viennent de commencer, ils vont venir. On ne dira pas, ce gouvernement ne va pas rester pendant les 5 ans. Ce n'est pas interdit. Oui, bon, non, mais ce n'est pas interdit, mais je ne crois pas. Donc, qu'ils aient le temps, vous savez, on doit être patient. La patience est recommandée même par Dieu. Il faut être patient. Il ne peut pas mettre tout le monde. Il ne peut pas mettre tout le monde. Mais ça va se passer progressivement. Les compétences vont avoir leur place aux côtés du président Patrice Talon. Et pas seulement au gouvernement. Il y a des directions. Il y a des postes d'ambassade. L'objectif n'est pas de partager les postes, mais de voir le haut gouvernement. C'est quand même le reflet. Mais on peut démontrer ses capacités dans une ambassade. On peut démontrer ses capacités dans une direction, un office, une direction générale. On peut démontrer sa compétence dans d'autres structures de l'État, pas forcément au gouvernement. On dit, la femme a trouvé ses pans, ou l'homme a trouvé ses pans, la femme a tué. Qu'est-ce qu'on veut? Que le serpent meure, que le venin se développe. Ce n'est pas une femme, deux femmes, on s'en fout de ça. Qu'on travaille, nous voulons le développement. Le Zémidjan qui regarde le président de la République attend que son pays soit développé. Qu'il arrête de conduire le taxi du matin jusqu'au soir à avaler de la poussière. Il a besoin de se retrouver, de se dire, je suis béninois. Nous, il faut que nous ayons la fierté quand nous voyons avec notre passeport béninois, nous devons montrer pour dire je suis béninois. Et je crois que ça a commencé dans la forme. On attend dans le fond et on va le voir. Parce que j'ai un directeur général congolais qui m'a appelé. Un directeur général congolais, il m'a appelé il y a 4 jours. Il me dit, mais monsieur Biokou, mais votre président là, hein? Oh là là, c'est sapin. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ça a changé. C'est ce que tu as vu, ça c'est dans la forme. Tu verras comment le Bénin va changer. Tu connais le Bénin? Tu as vu là où le Bénin est aujourd'hui? Tu verras le Bénin dans 5 ans. Il va apporter. Donc c'est ce que nous voulons. Non, on s'en fout du reste. Monsieur Biokou, les opérateurs économiques ont eu la vie dure sous le régime précédent. Comment envisagez-vous l'avenir sous le régime de Patrice Talon? Je vois et j'ai la certitude que le milieu économique du Bénin va connaître un essor. Parce que l'homme est un élément de cet ensemble. Il vient de là, qu'on veuille ou pas. Et c'est un monsieur qui est multidimensionnel. Il a des structures ici, je ne sais pas combien. Il a des structures en Afrique, je ne sais pas combien. Il y a des structures en Europe, il ne sait pas combien. Donc il connaît la réalité économique de chaque pays. En Afrique, en Europe et au Bénin. Donc il saura agencer les meilleurs pour les plaquer pour le Bénin. Je n'en doute pas. Les hommes d'affaires, les responsables de société, les administrateurs, le commerçant de Tokpa verra un changement positif dans le milieu économique du Bénin
dans peu de temps. Vous le voyez appliquer les décisions de justice en souffrance, notamment, je prends un exemple, hein, le cas du dossier de la boucle ferroviaire que M. Samuel Dossou a gagné devant la justice que le gouvernement précédent a refusé d'appliquer. Et ça, c'est un dossier qui m'a toujours... C'est un dossier que j'ai suivi, que je suis de très près, un dossier qui me révolte. Samuel Dossou Ahoré, un Béninois, qui n'a plus à démontrer sa compétence, connu du monde. Ce monsieur revient dans son pays, se réclamant. Samuel Dossou ne doit plus se réclamer du Bénin, parce qu'il est resté longtemps au Gabon, et ayant bénéficié de cette nationalité. Mais comme il a le sang de son pays, le sang de sa patrie, il est revenu et il investit dans le pays. Comment on peut décourager ce monsieur? C'est ça, c'est que ces éléments, ces choses ne peuvent plus se passer au Bénin. C'est impossible. Ce monsieur qui devait être encouragé, accompagné par le gouvernement de son pays, le rejette. Au détriment de qui? Au détriment... Bon, je ne veux pas, je ne suis pas xénophobe, je ne veux pas rentrer dans les détails, alors que ce qui se passe là ne peut pas se passer ailleurs. On peut donner un si grand marché à un outier, à un intelligent ou à un technique béninois dans un pays comme ça. Non, il faut qu'on arrête. Il a gagné son procès, on va lui retourner le marché. Ou si on ne lui retourne pas le marché, on le dédommage en bonne et due forme. Le monsieur a gagné son marché, il a les compétences, il a les moyens. On compare le monsieur à des gens. Je crois que si on présentait un monsieur Ahoré, Samuel Dossou, et monsieur, comment il s'appelle, et le monsieur qui a gagné le marché, ils ne sont pas loin. Hein? Et encore, ceux-là, ils sont en équipe. Mais monsieur Samuel Dossou, lui déjà dans sa balance, il pèse fort. Et avec ses partenaires, mais attention, il faut qu'on arrête. Ce dossier, le président, bon, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne suis pas aux affaires, mais je prie Dieu que ce dossier soit réglé. Et que ça soit réglé objectivement. Objectivement. Monsieur David Camille Biokou, votre dernier mot, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mon dernier mot, c'est qu'il faut que les Béninois, je remercie les Béninois qui ont fait confiance à notre chef d'État. Je remercie les Béninois qui ont voulu de l'émergence du Bénin. Et je crois, si le président de la République me suit en ce moment, il faut qu'il attrape la main tendue de son peuple. Le peuple attend beaucoup de lui. Il n'a pas droit à l'erreur. Nous sommes prêts à l'accompagner à divers niveaux où nous sommes. Il faudrait qu'il réponde positivement. Et je reviens à dire aux Béninois, la méchanceté en politique, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Il faut qu'on évite de faire du mal que j'appelle le mal gratuit. Parce qu'il y a tout en politique. On peut chercher à atteindre la vie d'un individu parce qu'il n'est pas d'accord avec soi. Ces choses, il faut que cela soit du passé. En politique, il doit avoir les idées. Il faut qu'on discute sur les idées. Il faut qu'on échange sur les idées. C'est la confrontation des idées. C'est dans ça là qu'il y a le développement. Ce n'est pas chercher à éliminer, à faire du mal. Non, on n'est plus avant l'indépendance, où on veut peser son poids, le poids de son fétiche. Monsieur David Camille Biokou. Nous avons donc reçu aujourd'hui pour la reprise de votre émission Dimanche Politique, David Camille Biokou, que je peux qualifier de talent optimiste. C'est un homme qui croit fermement que le président Patrice Guillaume Athanase Talon, nouveau président de la République, va booster le développement du Bénin.
Voilà celui qui pense également que parce que la ville de Porto Novo a choisi majoritairement cette fois-ci le président élu de la République, le développement de ce côté-là peut également commencer. Il pense que le gouvernement formé par le président Patrice Talon est un gouvernement de technocrates et de cadres qui pourront valablement accomplir leur mission, et il est certain que le discours d'investiture était une feuille de route sur laquelle nous pourrons juger le président. En tout cas, voici un homme optimiste qui, si on en croit ce qu'il nous a dit, devrait permettre d'obtenir le développement du Bénin, en tout cas d'impulser le développement du Bénin d'ici les 5 prochaines années. La deuxième saison de Dimanche Politique recevait donc pour vous, M. David Camille Biokou, retrouver en nouvelle diffusion cette émission sur Eden Télévision ce soir à 22h, mardi prochain à 21h, sur Radio Diaspora FM, c'est bien, à 22h également. À bientôt, à dimanche prochain.